Bonjour. Avant de parler de la manière dont la communication se déroule à l'ère des réseaux sociaux, des algorithmes de TikTok et des agents conversationnels par intelligence artificielle, il nous faut remonter dans le temps, retourner en 1948, retourner à une époque où l'expression théorie de la communication n'existait presque pas dans le langage courant. Car pour comprendre où nous en sommes aujourd'hui, il faut d'abord comprendre où tout ce domaine a commencé. Et cela n'a pas commencé avec des sociologues, cela n'a pas commencé avec des psychologues, cela a commencé avec un ingénieur. Nous sommes en 1948. Le monde sort tout juste de la Seconde Guerre mondiale. Les ondes radio, les lignes téléphoniques, la transmission de signaux en temps de guerre, voilà les technologies qui façonnaient la circulation de l'information. Au laboratoire Bell, un mathématicien du nom de Claude Shannon cherchait à résoudre un problème très concret. Comment transmettre un signal d'un point à un autre avec le moins de distorsion possible? À ses côtés, Warren Weaver a repris les travaux techniques de Shannon pour les adapter à un public plus large, celui de la communication humaine. Cette même année, un politologue nommé Harold Slaswell posait une question différente, mais liée non pas sur les signaux, mais sur la propagande et la persuasion de masse. Il a proposé une phrase simple qui allait définir tout un champ d'études. Qui dit quoi, par quel canal, à qui, avec quel effet. Deux penseurs, deux disciplines, un même moment historique. Et ensemble, ils nous ont donné le premier véritable modèle de la communication. Alors, que proposait-il réellement? Shannon et Weaver nous ont offert une chaîne simple et linéaire. Émetteur, codeur, canal, décodeur et récepteur. Un message part de quelque part. Il est codé, transformé en signal. Il transite par un canal. Il est ensuite décodé à l'autre bout et quelque part au milieu de ce trajet, ils ont introduit un concept que nous utilisons encore aujourd'hui, le bruit. Tout ce qui distorde ou perturbe le signal. Le modèle de Laswell suivait une logique parallèle. Il réduisait la communication à une grille de lecture fonctionnelle. Qui parle? Que dit-il? Par quel média? À quel public? Et avec quel effet? Pourquoi cela compte sur le plan sociologique? C'est ici que les choses deviennent intéressantes. Ce n'était pas seulement un modèle d'ingénierie. C'était, qu'il l'ait voulu ou non, une véritable déclaration sociologique. Pensez au monde dans lequel vivaient ces hommes. La radiodiffusion en temps de guerre, des stations de radio centralisées, des machines de propagande gouvernementale. Dans leur modèle, la communication circule dans une seule direction, d'une autorité à travers une institution vers un public de masse. C'est descendant, c'est hiérarchique. Cela reflète une vision fonctionnaliste de la société. Une société où la communication existe pour maintenir l'ordre, diffuser l'autorité et souder les institutions entre elles. L'auditeur ne répond pas, le public ne s'oppose pas, le message arrive tout simplement. Sur le plan psychologique, remarquez quelque chose dans ce modèle, le récepteur n'a pas de vie intérieure, pas d'interprétation, pas d'émotion, pas de résistance. Le message entre d'un côté et la compréhension ressort de l'autre, comme un signal qui traverse un fil. C'est du behaviorisme à l'état pur. Un stimulus entre une réponse sort. Dans ce domaine, l'esprit est une boîte noire. Nul besoin de savoir ce qui s'y passe. Il suffit qu'un message entre et qu'un effet en ressorte. Cela vous semble familier, c'est normal. C'était la psychologie dominante de l'époque et la façonnait la manière dont toute une génération de penseurs imaginait l'esprit humain recevant l'information. Les failles du modèle, mais c'était important. Ce modèle s'est fissuré presque immédiatement dès que l'on a commencé à poser des questions plus exigeantes. Où est la rétroaction? La communication réelle n'est pas un sens unique.
Je parle, vous répondez. J'ajuste mon propos, cet aller-retour est totalement absent ici. Où est la construction du sens? Les gens ne décodent pas les messages comme des machines. Ils interprètent, ils résistent, ils apportent leur propre culture, leur humeur, leur mémoire dans chaque échange. Et où est le contexte? Retirez les relations, la culture, l'histoire, et ce qu'il vous reste n'est plus de la communication humaine. Ce n'est plus qu'un simple transfert de signal. Des chercheurs plus tardifs, Wilbur Schramm en particulier, ont pris cette chaîne rigide et linéaire pour la transformer en boucle, y ajoutant la rétroaction, le rapprochant ainsi d'une véritable conversation. Pourquoi on en parle encore aujourd'hui? Alors pourquoi tout cela compte? Compte-t-il encore aujourd'hui en 2026, dans un monde de fils d'actualité algorithmique et de discours générés par l'intelligence artificielle? Parce que la moitié technique de ce modèle n'a jamais disparu. Chaque fois que vous êtes confronté à des questions de bande passante, de perte de signal, de compression de données ou de latence réseau, vous vivez toujours dans le cadre original de Shannon. Il continue de régir la manière dont l'information circule physiquement. Mais la moitié humaine, elle est presque obsolète. La communication moderne n'est plus de l'émetteur vers le récepteur. Elle est multidirectionnelle. Elle est façonnée par les likes, les commentaires, les partages, l'amplification algorithmique. Des boucles de rétroaction que Shannon et Weaver, assis dans un laboratoire en 1948, n'auraient jamais pu imaginer. Et c'est précisément pour cela que nous commençons ici. Non pas parce que ce modèle explique la communication moderne, mais parce que chaque théorie qui a suivi existe une réaction à celui-ci. Chaque chercheur qui a ajouté la rétroaction, le sens, la culture ou l'émotion à ce tableau répondait à une question que ce modèle avait laissée grande ouverte. Que se passe-t-il à l'intérieur de la boîte noire? C'est là que notre récit se poursuit, avec les penseurs qui ont osé l'ouvrir. Merci.